Voilà, nous sommes connectés. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Bienvenue à ce webinaire. Nous sommes ensemble pour 45 minutes environ. On dépassera peut-être si vous avez des questions. N'hésitez pas, vous avez ce chat qui se trouve sur votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser dès maintenant pour poser vos questions. On les prendra en toute fin de présentation. Donc, on gardera bien sûr un œil sur vos questions sur ce chat. N'hésitez pas donc à l'utiliser dès maintenant. On va parler de lutte contre le saturnisme et surtout, plus précisément, de cette technologie des tubes à rayons X que l'on connaît peut-être moins, bien sûr, que ces appareils à source radioactive que vous connaissez bien sûr, au quotidien dans ce métier de diagnostiqueur. Nous sommes avec Alain Jecq. Bonjour Alain. Bonjour Alain, deux Alain ce soir. Deux Alain ce soir. Alain Jecq, directeur commercial de Quantumérix. Et puis pour ceux qui sont comme moi un ancien de cette filière, tu as été longtemps aussi directeur commercial de Fondis Électronique. Beaucoup te connaissent aussi avec cette fonction-là. Donc on va parler de cette technologie donc, des tubes à rayons X, je le disais. Tu nous expliqueras bien sûr ce qu'elle est, cette technologie, les différences avec la source radioactive, et puis ce qu'elle peut apporter dès maintenant aux professionnels de la filière. Et puis également, on fera un point sur cette long processus d'autorisation de cette technologie des tubes à rayons X. Voilà. Et puis donc, au terme de cette présentation, je le disais, on prendra vos questions. N'hésitez pas dès maintenant à utiliser ce chat qui se trouve donc sur votre écran. On va démarrer maintenant, si tu veux bien, et dis-nous un mot sur Quantumérix, si tu veux bien, Alain. Ok, je vais vous faire une petite présentation rapide de quelques slides. Là, j'ai partagé mon écran. Vous devez voir mon écran. Tout se passe bien. Voilà, tout va bien, parfait. Donc, Quantumérix, c'est une jeune société créée en 2017 par Joël Le Chevalier. Même si la société est jeune, les personnes qui composent le comité de direction ont beaucoup de bouteilles dans le domaine de l'instrumentation scientifique. Donc Joël et moi, on a plus de 25 ans dans ce domaine-là. Et comme tu le spécifiais, j'ai un passif dans le domaine de l'instrumentation à source radioactive par mon ancien job chez la société que tu as citée. Donc nous, notre métier, c'est de distribuer de l'instrumentation scientifique. On n'est pas fabricant de cet appareil-là, du X150PB, on est distributeur exclusif de la marque SciAps. Je parlerai plus précisément de la marque SciAps tout à l'heure. Donc on a une présence internationale, donc nous on travaille essentiellement en France, Suisse et avec notre actionnaire principal en Afrique et au Moyen-Orient, où on distribue l'ensemble des technologies. Nous, comme les appareils ne sont pas autorisés à l'heure actuelle pour les peintures, on travaille bien sûr sur d'autres domaines d'activité et on est sur différentes technologies. Donc on a de la technologie fluorescence X, de la XRF, de la LIPS, du NIR, qui est du prochain infrarouge qui pourrait être intéressant parce que SciAps est en train de développer des choses sur l'amiante, on verra ça courant 2025, et pas mal de choses en XRD et Raman. Donc voilà un peu, je dirais, pour le portfolio, je dirais, de technologies que l'on a. On est basé en région parisienne, sur le plateau de Saclay, dans l'Essonne, et on est entouré de plein de sociétés comme les CEA, des CNRS, où on travaille sur des applications un peu des moutons à cinq pattes. Les secteurs d'activité, donc comme je vous disais, vu qu'on ne peut pas vendre l'appareil pour le plan à l'instant T, on travaille bien sûr et on gagne notre vie sur différents domaines d'activité. On va travailler essentiellement en France sur le domaine de la métallurgie, toute la vie du métal, des gens qui vont travailler dans le domaine des aciéristes, ceux qui vont transformer les métaux, donc, par exemple, dans le domaine de l'automobile, l'aéronautique, on va faire du contrôle en réception de matières premières. On a un gros marché sur le recyclage des métaux. Ces appareils-là, le X550 est utilisé pour trier les métaux. Les gens sont 8 heures par jour dehors à trier pièce par pièce. L'appareil va analyser les alliages. Donc, petite parenthèse pour dire que c'est un appareil qui est robuste et à destination industrielle. Et on a aussi une application environnementale où on va analyser les pollutions de sol, remédiation de sites pollués. Sur le domaine de l'export, on a les applications minières, mini-géologie. En gros, sur un fond de mine, on prend l'appareil, on va sur un fond de mine, on fait une mesure à gauche, on voit 0,1% de nickel. On fait une mesure 3 mètres plus loin, on voit 0,5% de nickel. On va creuser là où la concentration est le plus importante. Je schématise, c'est un peu plus complexe que ça, mais vous voyez un peu tout ça. Et dernier point aussi qui est assez sympathique, c'est tout ce qu'on appelle l'archéométrie, tout ce qui est domaine appliqué à l'art. Donc on fait de l'analyse de peinture, mais pas de peinture au plomb, de peinture d'œuvres d'art. On va analyser des dagues, des métaux, des armures, des poteries, des faïences à l'aide de ces technologies-là,
qui permettent de faire des mesures directement sans avoir à faire de prélèvement. Donc le portfolio qu'on a en XRF portable, vous allez voir, on a pas mal d'appareils en XRF, on a le X50, X200. Nous, l'appareil qui sera destiné au X pour les peintures, c'est le X550. SciAps a fait le choix, et c'est suite à un sondage et une grosse étude sur le marché américain, que les clients ont préféré avoir l'ergonomie, l'appareil le plus léger, le plus fin et le plus facile à utiliser. Donc c'est pour ça que cet appareil-là, qui est le X550, qui sera proposé pour le domaine du plomb dans les peintures. Bon, on a des petits appareils pour analyser les terres rares avec des petits benchtop, on avance rapidement. Une autre technologie qui est la technologie LIBS, qui est aussi une autre technologie qui a le vent en poupe, mais qui malheureusement ne fonctionne pas pour plomb dans les peintures. Voilà un peu tous les appareils LIBS que l'on a, on avance un peu. Et donc, j'ai été trop vite. Euh, Un mot, Alain. Arrêtez Ouais, voilà, un mot, Alain, je vais très vite, parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc, oui, c'est très bien, mais justement, il faut être le plus oui. complet possible. Tu as parfaitement raison. Un mot sur l'origine de cette lutte contre le saturnisme, Alain. Alors, il faut savoir que le premier pays à avoir pris ces dispositions pour lutter contre le saturnisme, ce sont les US. En fin de compte, il y a trois pays à travers le monde. Il y a les US, la France, ensuite est venue la Suisse. Donc le marché américain, c'est le marché le plus gros en termes de diagnostic. Il faut savoir qu'en France, on a une date d'avant 49. Il faut savoir qu'aux US, c'est avant 78. Donc le marché est colossal. Il y a des comment ça s'appelle, des régions où on est à 1 milligramme, d'autres on est à 0,7, d'autres on est à 0,5. Donc voilà, et ce qui s'est passé, c'est que quand la France a mis en place sa lutte contre le saturnisme, ben, ils ont regardé ce qui s'est fait au niveau du monde. Ils ont vu que les US étaient précurseurs. Donc en gros, ils ont fait un copier-coller en termes de type de technologie, de la XRF à source radioactive, et ensuite ce fameux seuil de 1 mg qui a été demandé pour initialement l'ERAP qui est venu après le CREP ou le DRIP. Ouais. Alors, comment les Américains ont-ils eu cette autorisation pour vendre notamment le X550 Alors, PB précisément, voilà. exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aux US, il y a comment ça s'appelle, une autorité, hop, Hmm. qui va faire passer ce qu'on appelle des PCS, des Performance Characteristic Sheets. C'est pas simple à dire. Disons PCS, ça va plus vite. Et en gros, c'est quoi les PCS? En gros, ça a été créé en 97 par le HUD, qui est le Housing Urban Department, qui s'est dit, bah voilà, il faut qu'on aide les diagnostiqueurs à évaluer les performances des appareils et donner les bons conseils d'utilisation en fonction de ces performances. Donc en fin de compte, c'est pas les PCS va orienter le diagnostiqueur sur la qualité d'utilisation, la qualité des mesures qu'il peut attendre de l'appareil. Et si les qualités de l'appareil sont pas tip-top, bah, on leur dira qu'il faudra dans ce cas-là, entre telle concentration, privilégier un prélèvement d'écailles et envoyer à laboratoire. Donc c'est quelque chose qui existe depuis 97. En gros, c'est des tests. Les sociétés, on voit deux appareils avec différents opérateurs. On fait des milliers de mesures sur différents substrats, du bois, du plâtre, des métaux, de tout ce que l'on peut rencontrer dans le bâtiment. Alors, c'est vrai que les US ont une connotation bois, il y a pas mal de maisons en bois, mais c'est pas, les tests n'ont pas été faits que sur le bois, ont été évalués sur tous les substrats que l'on peut rencontrer, donc les mêmes que l'on rencontre en France. Et suite à ça, ils font des milliers de mesures. Ensuite, ils passent ce tableau Excel à une société qui va faire des études statistiques, qui va dire, bah, par rapport au seuil de 1 mg qui est fixé, quels sont le pourcentage de valeurs positives, excusez-moi, le pourcentage de valeurs non conclusives, des faux positifs, des faux négatifs. Est-ce qu'il existe une gamme de concentration qui dit qu'entre telle et telle concentration, bah, l'appareil n'est pas performant, il faut faire il faut faire un prélèvement d'écaille. Donc ça, c'est fait sur l'ensemble de tous les échantillons. Et ce qui s'est passé, ben, je vais vous partager comment ça s'appelle, ce que c'est qu'un PCS. Je vais vous montrer un PCS hop, partager. Voilà. Là, on a un PCS à 1 mg. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on garantit sur l'ensemble des substrats qu'on est conclusif. Quand c'est en dessous de 1, on sait que c'est négatif. Quand c'est strictement au-dessus de 1, on dit que c'est positif. Et ça permet de dire bah voilà, qu'il n'y a pas de zone de, comment ça s'appelle, de choses inconclusives. Ce qui s'est passé, c'est que en novembre 2022, les appareils sont vendus, en novembre, en mars 2022, les appareils sont vendus massivement. Il n'y a que Sayaps qui vend des tubes.
Et après, l'État de New York s'est dit, ouais, mais nous, on n'est pas à 1 milligramme, on est à 0,5. Donc, est-ce qu'il existe des PCS à 0,5? Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont refait travailler, mouliner les statistiques à 0,5 milligrammes pour avoir les valeurs que je vais vous montrer. Alors, je vais aller je vais aller au cœur de tout ce qui a été fait avec ce type d'appareil-là. Quitte à refaire des PCS, ils ont fait les PCS à 1 milligramme, à 0,5, à 0,7, à 0,3 et un truc assez impressionnant, à 0,1 milligramme. Et à 0,1 mg, on s'aperçoit qu'on a une zone d'inconclusivité. Si l'appareil vous dit entre 0,09 et 0,14 mg par centimètre carré, bah là, l'appareil ne peut pas trancher sur c'est positif ou négatif. Dans ce cas-là, il faut faire un prélèvement d'écaille. Bon, ils ont fait 0,1 pour vraiment pousser et montrer que la technologie était intéressante. Alors, tous les appareils, même à source radioactive, ont passé les PCS. Alors, source radioactive, américain. Je ne vais pas citer les marques, mais il y a des marques françaises qui n'ont pas passé de PCS au niveau des US, donc pour lequel on n'a pas trop d'informations sur est-ce qu'ils sont bons ou pas. J'espère qu'ils sont bons, je leur souhaite, sinon ça pourrait poser des problèmes, mais au moins on a comment ça s'appelle, des datas vraiment très précises, et c'est une étude statistique qui est faite sur de nombreuses mesures, c'est pas trois quatre mesures sur lesquelles on a fait. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ces PCS, et c'est en ça aussi on a donné ces PCS au niveau de la Direction générale de la santé, mais on en parlera par la suite quand on viendra plus précisément sur les relations qu'on a avec les ministères concernés. Ouais. Très bien. Alors, ces tubes à rayon X, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et puis, quelle est leur différence avec les sources radioactives qu'on connaît bien dans la profession? Ok, bah, je vais continuer sur la présentation. Hmm. On va voir différentes. Hop, déjà, c'est quoi un tubarium X? Donc un tubarium X, un peu, on peut faire un parallèle pour vulgariser comme si c'était une ampoule avec un filament, et ce filament, au lieu d'émettre de la lumière, on va émettre des rayons X. Donc en fin de compte, c'est un système qui est assez imposant, enfin assez imposant. On a quand même miniaturisé, je dirais, les tubes à rayons X. C'est ce qui fait que depuis les années 2000, on est capable d'avoir ce type de tube dans les appareils, en lieu et place des sources radioactives. Et en fin de compte, on va voir ce type d'appareil qui fait à peu près 350 grammes. On va avoir une cathode qui va chauffer, qui va émettre des électrons, et ces électrons vont être accélérés vers l'anode par une carte de tension. Et lorsque ces électrons vont frapper l'anode, ils vont produire des rayonnements X. Et c'est ces fameux rayonnements X qui vont venir exciter le plomb dans les peintures à travers les couches, tout ce que l'on fait avec une source radioactive, sauf qu'on le fait avec un tube à rayons X. Donc c'était pour vous montrer un peu comment ça se comporte et comment c'est l'encombrement. Et voilà, donc c'est pour ça que on ne pourra pas avoir un appareil aussi compact à l'instant T qu'un appareil de nos confrères en cobalt 57, qui est tout petit, mais néanmoins, c'est un appareil qui est quand même plutôt robuste et léger, puisqu'il fait 1,3 kg. Les avantages des tubes à rayons X, ils sont de trois ordres. On va avoir un aspect sécuritaire, environnemental et métier. Quand je parle sécurité, je parle de quoi? Alors, ça peut paraître bête, mais il faut savoir que actuellement, les menaces terroristes sont un peu importantes, et il est très facile de récupérer, de voler des appareils, d'en extraire la source, puis faire des bombes sales. Donc, c'est un risque qui n'existe pas avec cette technologie, parce qu'il y a au moins 4 à 5 000 appareils sources qui existent, qui tournent en France. Il y a à peu près une centaine de sources orphelines. Et si vous vous amusez à vous balader sur le site de l'ASN, il y a à peu près 25 appareils qui sont volés par an, pour lesquels, soit on les retrouve, soit on les retrouve pas. Donc, au niveau sécurité, à ce niveau-là, on a un gros intérêt à utiliser les types. En termes de radioprotection, on a aussi les appareils, les débits de dose que l'on a avec un tube à rayons X sont extrêmement faibles par rapport aux sources radioactives. J'ai à disposition les documents, ce qu'on appelle les débits de dose au poste de travail pour ce type d'appareil-là. Je pourrais les envoyer aux personnes qui me demandent, et ils les compareront avec leurs instructions de sécurité qu'ils ont par leur appareil, soit Cobalt 57, soit Cadmium 109. Ils verront qu'on a un facteur quasiment 10 en ce qui concerne, je dirais, la radioprotection. Et je parlais des vols. Quand on se fait voler une source, les gens qui ont connu ça, c'est la galère, c'est compliqué, c'est très très compliqué à gérer de manière administrative. Et puis c'est un peu, si ça arrive une fois, ça va, mais si ça arrive deux fois, on peut avoir des conséquences sur l'activité, je dirais, de diagnostic. On a vu l'aspect sécurité, l'aspect environnemental. Alors, ce qui est intéressant, c'est un tube à rayons X, c'est comme une ampoule, ça se recycle. À contrario d'une source radioactive, qui est un élément qui ne se recycle pas. Il y a une gestion des déchets qui se fait par l'ANDRA, et tous ceux qui ont un appareil à source
quand ils signent leur visa favorable auprès de l'IRSN, il y a un engagement de reprise de source. Par exemple, si la société qui vend les appareils à tube, à source, excusez-moi, ou à Cobalt 54 ou Canon 109 n'existe plus, une partie du montant du remplacement de source est provisionnée par l'ANDRA pour pouvoir payer éventuellement comment ça s'appelle, le déchet de ces sources radioactives. Un tube, bah, plus de source orpheline, ce qui est plutôt sympathique. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau environnemental, c'est qu'on a une approche qui est un peu plus durable dans le domaine du diag, parce qu'il faut savoir qu'en France, les appareils de fluorescence X portables qui utilisent encore des sources, ce n'est que dans le domaine du diagnostic immobilier. Il y a 20 ans, l'industrie, l'environnement, les applications minières ont switché directement sur les tubes à rayons X, parce qu'il n'y avait pas de souci à le faire. On va s'apercevoir, on en discutait tout à l'heure, que c'était pas aussi simple dans le domaine du plomb dans les peintures, sauf que maintenant, là, il existe une alternative proposée par SciAps et par Quantum RX. Les avantages professionnels, donc ça, c'est ce qui est un peu plus intéressant pour la profession. Une simplification administrative. Alors, on émet des rayons X, donc on est toujours soumis à déclaration auprès de l'ASN. Ça ne change pas. Par contre, on n'aura plus du tout les visas favorables et les échanges de demandes de formulaires avec l'IRSN. Donc ça, on oublie. On n'a plus besoin d'avoir le visa favorable pour se faire livrer la machine ou avoir le tampon pour faire son remplacement de source. On n'a plus de cahier de mouvement à renseigner, plus de coffre-fort coupe-feu 2 heures, plus de stockage, plus d'extincteurs. Donc, on peut prendre au niveau de la mobilité, on peut prendre le métro, on peut prendre l'avion, le train, ce qui était beaucoup plus compliqué avec une source radioactive. Et quand on a une source radioactive, l'opérateur doit le remettre dans son lieu de stockage tous les soirs. Donc, un diagnostiqueur doit ramener son appareil sur son lieu de stockage. Avec un appareil à tube Arion X, il peut le garder chez lui, il n'y a aucun souci. Et quand on est dans une société qui utilise 5, 10, 15, 20, 50, voire 100 analyseurs, il y a des sociétés qui sont comme ça, qui ont un gros parc, c'est quelque chose de sécurisant de savoir qu'un des diagnostiqueurs ne va pas passer le week-end avec l'appareil chez lui, parce que c'est un peu compliqué de le ramener tous les jours sur son lieu de travail. Donc ça, c'est intéressant au niveau, je dirais, de l'utilité du tube Arion X. Une réduction des coûts, parce que vu qu'il n'y a plus de source radioactive, eh ben, il n'y a plus de remplacement de source à faire. Donc ça, c'est un point relativement intéressant dans le retour sur investissement. Et une autre chose intéressante qui va participer au retour sur investissement, tout le monde pense au remplacement de source en disant super, ok, l'appareil à tube il est un peu plus cher, mais j'ai plus de remplacement de source. Ce qui va se passer, c'est le retour sur investissement va se faire sur une efficacité accrue sur le terrain. Ce type d'appareil, ce type de technologie, au moins avec l'appareil SciAps, les PCS ont été faits sur des temps de mesure entre 2 et 6 secondes, quelle que soit la concentration et quelle que soit la vie de l'appareil. Dans 10 ans, 12 ans, je reviens, on fait des mesures. Sur le 1 mg, on sera toujours entre 6 secondes, grand maximum. Sur les valeurs positives, en 2 secondes, 1 seconde, ça va flasher positif. Donc c'est en ça qu'on va gagner vraiment en avantage. Et ensuite, une chose qui est aussi intéressante, c'est la polyvalence. Il faut savoir que ce type d'appareil, ne fait pas que le plomb dans les peintures. Comme je vous le disais, on est capable d'analyser des pollutions de sol, on va pouvoir analyser des plastiques, des alliages. Je vais vous partager un peu comment ça s'appelle, une autre application que l'on a sur le, Hmm. alors, hop, voilà, par exemple sur les applications environnementales. On vend ça aux clients qui font de la remédiation de sites pollués. Et là, vous voyez que on fait le plomb, le fer, le cuivre, le zinc, le titane, le chrome. Vous voyez, le chrome, on descend à 96 ppm. Les limites de détection sur le plomb, c'est 1 ppm. On a une trentaine d'éléments qu'on peut analyser dans les sols. Donc ça peut être aussi intéressant pour les clients, pour faire de la croissance interne, de se dire, bah, je vais m'ouvrir au marché de la remédiation de sites pollués. Ou on a d'autres applications qu'on appelle ROHS, qui est l'analyse des plastiques. Pourquoi pas, avec ce type d'appareil-là, les OHS, on va pouvoir analyser le chrome, le brome, le mercure, le plomb, enfin, différents éléments, et faire du tri, par exemple, dans le cas du diagnostic PEMD, bah, de pouvoir orienter le circuit de déchets en disant bah, ça c'est du PVC, c'est chloré, ça c'est bromé, ça c'est plombé. Donc on peut donner de l'information et on peut faire pas mal de choses avec ce type d'appareil-là. Vraiment, les domaines d'application sont extrêmement vastes. Hop, je retourne sur la présentation. Partager. Et voilà. Alors, je crois qu'il m'en reste deux. Hop.
Donc on a vu les avantages professionnels. Aussi, on parlait du temps de mesure. Là, il faut savoir qu'avec une source radioactive, par exemple, si vous regardez je vous laisse fouiller sur les sites, il y a des fournisseurs qui marquent les temps de diagnostic avec leur appareil. Là, on voit qu'une source radioactive, pour un T4, va faire 400 mesures. Je précise source neuve, parce que vous le savez, comme tout le monde sait que quand la source décroît, les temps de mesure augmentent, et que ça peut être vite la galère quand on arrive en fin de vie de source de faire du diag, surtout sur des valeurs proches de 1 mg, ça devient infernal. Donc avec une source neuve, on est à 2 heures. Quand on arrive à la période de radioactivité ou en fin de vie de source, on peut taper 4 heures. Avec un tube à rayon X, 30 minutes, 30 minutes. Et c'est là, pour nous, qu'intervient, je dirais, le ROI, le retour sur investissement. Parce que le diagnostic plomb, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy à faire, certes. Moins on passe de temps avec un diagnostic complet, plus on aura de temps pour développer son activité commerciale, relancer les impayés et faire de la croissance interne en s'ouvrant à d'autres marchés. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc voilà les avantages. Donc c'est une transition inévitable, c'est le sens de l'histoire. Quoi qu'on en dise, l'arrêt de l'utilisation des sources radioactives, ça a déjà été fait aux US. Je vous rappelle qu'il y a le plus gros marché. Il n'y a pas de raison que les autres pays ne suivent pas ce mouvement. Et c'est une attente du marché qui est très importante. On n'est pas les seuls à faire des tubes à rayons X, hein. Un des fabricants très connus de sources radioactives à son appareil pour lequel il a fait ses tests PCS. Ils n'en parlent pas sur le marché français, ils disent qu'on verra le moment venu. Je vous laisse les contacter, ils vous diront ça. Nous, ce que l'on sait, c'est que d'abandonner un marché de resourcing pour une entreprise, c'est un peu embêtant. Donc, plus, le- plus l'homologation du Tubario X tarde, mieux c'est pour certains. Voilà, nous, on se bat au contraire pour que ça aille rapidement. Et puis en termes de conformité de sécurité, on est bien plus précis et plus rapide avec un faire du crêpe ou du contre-la-montre. On verra ça par la suite. Voilà par rapport ce que c'est qu'un tube et les avantages avantages tube versus source. Bon. Très merci Alain. Déjà pas mal de questions, donc on va prendre le temps à la fin de cette présentation pour y répondre. Beaucoup de questions effectivement tout à fait pertinentes sur ce sujet de la technologie des tubes à rayons X, alors qui a été interdite en 2005 par l'ANSES, enfin l'AFSE à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour que aujourd'hui on soit ensemble à en parler, Alain? Bah, ce qui s'est passé, c'est que, d'ailleurs, si je vous conseille pour les personnes qui ont le rapport, là, moi je l'ai ici, là, il y a pas mal de pages, et il est spécifié assez rapidement au moment où ça a été fait, il précise bien au niveau de l'état actuel de la technologie, on ne peut pas utiliser la technologie à tube X. Alors, et c'est pour ça que dans le CREP, on a mis qu'il fallait faire au moins les RECA. Donc, on va faire un petit peu de physique, mais je vais pas faire une session de stage PCR ou de conseiller en radioprotection. C'est pas le but du jeu. Mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer un petit slide qui va vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe. En fin de compte, la grosse différence entre il y a 20 ans et maintenant, c'est que la technologie de tubes ont évolué, et c'est surtout la technologie des détecteurs qui ont été utilisés, qui ont été qui ont beaucoup progressé pour avoir des résolutions extrêmement intéressantes. Quand je vous parlais par exemple de pouvoir faire voir un ppm en limite de détection de plomb dans un sol, c'est quelque chose qui est lié parce qu'on a des détecteurs qui ont changé. Et à l'époque, on n'avait pas les tubes qui étaient vendus, c'était des tubes qui étaient soit des tubes de 2 ou 4 watts, avec un détecteur SI-PIN, qui n'était pas du SDD. Les SI-PIN, c'était vraiment des détecteurs d'ancienne génération qui n'étaient pas aussi résolutifs et qui ne permettaient pas d'analyser une chose intéressante. Ce que l'on faisait avec les détecteurs SI-PIN, les premières générations, je ne sais pas si on voit ma souris sur le slide quand je la bouge, On la voit, on la voit, on la voit. on faisait l'arrêt L-alpha et L-bêta. Donc on faisait uniquement ça. Et le problème de ne faire que ça, quand le plomb était en surface, il n'y avait aucun problème. On donnait la concentration. Mais dès qu'on avait une couche de papier peint ou plusieurs couches de peinture, de la moquette murale, ou éventuellement un parasitant qui est le blanc de zinc. Le blanc de zinc, c'était une tannée pour ces appareils à tubes de l'époque.
Pourquoi? Parce que quand la céruse a été interdite d'utilisation en 48, il a bien fallu remplacer cette céruse, ce blanc de plomb, par un autre oxyde pigmentaire. Donc on l'a remplacé par le blanc de zinc, qui a été après remplacé par du blanc de titane. Donc pendant cette transition, on pouvait avec un appareil à tube Arion X, vous pouviez avoir une couche de 10 milligrammes recouverte de blanc de zinc, une peinture blanc de zinc, une faible couche. On faisait une mesure avec un appareil à tube Arion X, et ben ça vous mettait 0 mg. Pourquoi? Parce que le tube excitait bien le plomb, mais les rayonnements de fluorescence du plomb étaient arrêtés étaient arrêtés par le zinc. Donc sur le détecteur, on excitait, on recevait aucun signal, on mettait 0 mg. Mm. Ce qui est bien problématique quand on fait un constat de risque d'exposition au plomb, de ne pas avoir l'information s'il y a du plomb ou pas. Si on met un coup de perceuse ou un coup de meuleuse ou quoi que ce soit, on dissipe de la poussière de plomb qui est extrêmement, encore plus toxique que le fait d'ingérer des écailles de peinture pour les enfants. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la nouvelle technologie, SciAps, avec cette technologie de détecteur, on peut maintenant analyser une raie L-gamma. Et cette fameuse raie L-gamma, c'est une raie qui est beaucoup plus énergétique et qui va permettre de repasser toutes les couches de peinture ou de papier peint et de plus être parasité par le blanc de zinc. Donc c'est ça le grand truc. Mais c'est pas le tout d'avoir un tube de 5 watts, un super détecteur qui fasse tout ça. Le gros du travail qu'a fait SciAps pendant 2 ans, ça a été de développer des algorithmes qui permettent de fonctionner. Donc c'est pas le tout d'avoir les appareils qui font maintenant des tubes de 5 watts avec des détecteurs SDD. Il y a plein de fournisseurs à travers le monde qui font ça. Maintenant, avoir la technologie, les algorithmes qui permettent de voir du plomb à travers des couches et à travers du blanc de zinc, ça c'est une autre paire de manches. Et on voit très bien que lors du PCS, on voit que ça, on a réussi à passer haut la main les tests. Et moi, on sera présent au rendez-vous du diagnostic immobilier en mars, j'ai fait vraiment une planche maquette où il y a pas mal de substrats. Et on voit un peu ce qu'on arrive à voir avec des épaisseurs, de la moquette murale. On voit très bien qu'on arrive à voir le plomb à l'arrière. Et en plus, comme on fait les L alpha, L bêta, L gamma, on va aussi avoir une information sur l'indice de profondeur. On va pouvoir savoir si le plomb est en surface ou s'il est en couche. Donc ça, c'est une notion qui a aucun intérêt pour le crêpe ou le drip, mais qui peut avoir du sens pour le contrôle avant travaux. Donc ce que je disais, euh, ce qui est important, c'est essentiellement voilà, les algorithmes. C'est ce qui fait la différence. Même si on n'a pas qui fait les L gamma, il faut savoir utiliser les algorithmes pour bénéficier, je dirais vraiment de l'atout de cette raie qui va se comporter, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, comme des Ricard. Donc, on va pouvoir avoir l'information qui va revenir. Là, d'ailleurs, on le voit, hein, on sait peut-être pas, on voit pas très bien, mais la raie gamma est 7 fois plus pénétrante que la raie alpha et 2,5 fois plus pénétrante que la raie bêta. Donc, on a pas mal de choses par rapport à ça. Donc, c'est la grosse différence qu'il y a. Voilà. Merci Alain. Alors, où en est-on de cette procédure d'autorisation? Alors, au niveau de la procédure, donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on était dans le secret des dieux auprès de SciAps, hein, parce que Don Sackett, qui est le fabricant qui est le boss de SciAps, dès que Quantumeric s'est monté en 2017, on lui a dit fais-nous un appareil pour le plomb dans les peintures, parce qu'on on connaît bien le marché. Il nous a dit, je ferai jamais un appareil avec une source radioactive, c'est trop la galère, les fournisseurs de sources, il y en a de moins en moins, c'est une tannée en exportation, c'est trop compliqué. Il me dit, si je fais quelque chose, ça sera avec un tube Arion X. 5 ans après, il nous sort le X 550 PB. Et je vais vous montrer un peu un slide qui va vous montrer un peu comment s'appelle le parcours concernant un peu l'état d'avancement. Donc, en mars 2022, commercialisation des appareils. Et dès que l'appareil est lancé, je prends attache auprès de la Direction générale de la santé. Je leur envoie, je trouve les coordonnées de la personne compétente pour gérer ce dossier-là. On a un entretien téléphonique. Je lui laisse un message un vendredi. Le lundi qui suit, il m'appelle. Il me dit, j'ai bien reçu l'ensemble des documents, recontactez-moi, je vous recontacte dans 3 semaines, et si dans 3 semaines, vous n'avez pas de mes nouvelles, vous me rappelez. 3 semaines après, il a envoyé une invitation à Teams pour faire une présentation. Et lorsqu'on a fait cette présentation, on a été étonné d'avoir 5 personnes de la DGS qui étaient présentes et qui connaissaient bien, très très bien, qui avaient bien bossé le dossier. Donc eux, ils disent, bah, c'est bien beau, mais nous, on ne peut pas mettre dans les textes de loi
que parce que ça marche aux US, ça marche en France. Donc ils nous ont demandé, donc ils ont mis en place ils ont voulu faire tester l'appareil. Donc, ils ont dû trouver un organisme pour pouvoir faire ces tests. Donc, ils ont pris le LNE, qui était le laboratoire national d'essai, qui avait fait en 2023 déjà les tests, qui montraient que les tubes Arion X de l'époque n'étaient pas adaptés. Donc c'était un peu compliqué, ça a pris du temps, hein. Les ministères, c'est un peu compliqué. Ils ont dû faire un cahier des charges, faire un appel d'offres pour savoir qui allait être retenu pour faire les essais, trouver des sous qui n'étaient pas prévus pour faire payer ce LNE, parce que c'était hors de question que ça soit Quantumérix qui paye ces tests. Donc tout ça se fait, en juin, le cahier des charges est rédigé. Septembre 2022, la commande est passée. Et nous, dès janvier 2023, on va apporter notre appareil auprès du LNE, donc on les forme sur l'utilisation. Avril 2023, fin des tests. Juin, le LNE transmet le rapport à la DGS. En septembre, réunion DGS-LNE. Et en novembre, réunion de travail DGS Quantumérix. Donc là, on pensait que ça allait s'accélérer. Et puis on a été un petit peu déçus parce qu'ils nous ont dit, bah voilà, nous, on ne peut pas prendre la décision de modifier l'article 2 du CREP. Il faut qu'on fasse une saisine auprès de l'ANSES, donc, qui remplace l'AFSE de 2005, pour pouvoir, je dirais, qu'ils nous disent si c'est OK ou pas OK de pouvoir modifier l'arrêté. Donc 2024, la DGS contacte l'ANSES pour le projet de saisine. Les choses avancent, l'ANSES se rapproche du LNE en mars, et l'activation de la saisine qui s'est faite après les congés. Et suite à ça, on n'avait plus de son, plus d'image. On était un peu décontenancé parce qu'il faut savoir que nos confrères font du lobbying pour bien sûr que les appareils à source restent toujours à l'utilisation, parce que le remplacement de source est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. C'est un peu comme les fournisseurs d'imprimantes, hein. On livre l'imprimante et puis on fait de la marge sur le consommable. C'est un peu ce qui se passe pour les appareils à source. Donc voilà, donc on a refait un document, on a fait un email dès janvier, et le lendemain on a eu une réponse comme quoi la DGS se rapprochait de l'ANSES pour avoir un calendrier précis. Logiquement, on devrait être audité prochainement, avec un objectif que l'ANSES donne son avis avant cet été. Donc moi, je croise les doigts pour que durant les RVDI, il y ait quelque chose qui soit annoncé, parce que c'est beaucoup de travail, mais on sent aussi que les lobbying adverses sont aussi puissants. Donc c'est normal, hein, chacun fait ce qu'il faut, mais bon, le sens de l'histoire, de toute façon, c'est qu'une question de temps. Mais voilà, faut pas que là, ça va faire 3 ans, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les tests du LNE qui ont été faits montrent que ça fonctionne. Les PCS montrent que ça fonctionne. Il n'y a aucune raison que la France ne suive pas ce qu'elle a toujours fait depuis le départ sur la lutte contre le saturnisme, de suivre les US par rapport à ça. Donc voilà un peu où on en est. Merci Alain. Patrick, oui, on va répondre à cette question importante du coût hein, de cet appareil par la suite. Mais donc pas d'autorisation, on l'a bien compris. Alors on ne peut pas utiliser cette technologie, alors si je comprends bien Alain. Alors en fin de compte, on va pouvoir l'utiliser dans un cadre très précis. Mhm. Euh, il faut savoir que les missions de plomb, elles sont de deux types. Il y a les missions de crêpe, de drip, où là, il y a un arrêté qui dit qu'il faut faire au moins les cas du plomb, ce qui n'est pas le cas de notre appareil. Donc, on ne peut pas utiliser l'appareil pour faire du crêpe et du drip. Ensuite, on a une grosse partie plomb avant travaux, où là, on est constamment sollicité, matin, midi et soir, je ne vous le cache pas. Les gens disent, moi, je ne fais pas du crêpe, je fais du contrôle avant travaux. On suit une norme, la XP 46035. Je dis oui, mais bon, c'est quand même une norme. Enfin, faut faire attention quand même, parce que dans la norme, il précise qu'il faut faire au moins les RECA. Et les gens nous disent oui, mais moi je veux l'acheter parce que moi je peux très bien. La norme, c'est une norme qui n'est pas d'obligation, qui n'est pas d'application obligatoire. Et donc là, il y a un flou, il y a un flou, il y a un flou juridique. Alors, il y a un flou juridique. On pensait qu'il y avait, enfin, on pense qu'il y avait un flou juridique, donc nous, on n'est pas sachant à ce niveau-là.
on s'est entouré d'un cabinet que tu connais qui intervient souvent sur Diegactus, c'est le cabinet d'Angelis. Et on a travaillé avec Maître des Murs pour dire, bah voilà, nous, on fait des refus de vente parce qu'on ne veut pas le vendre contre la vente travaux. Les clients nous disent oui, mais la norme n'est pas d'application obligatoire. Je peux mettre comment ça s'appelle une exclusion si je veux, etc. Donc, on a mandaté le cabinet. On a travaillé ensemble pendant pas mal de mois. Et maintenant, on est capable de faire. On a fait des devis pour les personnes qui veulent acheter l'appareil pour le contrôle avant travaux. Mais comme tous bons avocats, on a la ceinture et les bretelles. Et en gros, ça dit quoi? Ça veut dire qu'on peut, si les personnes veulent l'utiliser dans le cadre de la 46035, avant travaux, il faut que les deux parties, le donneur d'ordre et le client final, enfin le donneur d'ordre et l'exécutant, précisent bien qu'il y aura un domaine d'exclusion au niveau de la norme concernant le type d'appareil utilisé. Et ça, alors, je pourrais vous communiquer le document. Il y a sur un devis qui fait une page, l'autre page, elle sert à toutes les clauses qui concernent, je dirais, la XP45. Je vous donne la conclusion. En l'état actuel de la réglementation et sous réserve de ses possibilités d'évolution future, dont la société Quantumérix ne saura en aucun cas répondre, la norme NFC 46035 n'était pas d'application obligatoire. Il est possible, avec l'accord écrit de votre donneur d'ordre dûment et clairement informé de l'objet et de la portée de cette dérogation express, de prévoir pour la seule réalisation des mesures effectuées dans le cadre d'une mission de recherche de plans avant travaux dans le revêtement de la construction, entre parenthèses, à l'exclusion du crêpe et dribble, l'utilisation d'analyseurs X550PB en lieu et place de l'appareil portable fluorescence X capable d'analyser au moins la RICA, notamment imposé par l'article 7.3 de la norme X46035. Donc en gros, il faut qu'on peut utiliser l'appareil à condition que les deux personnes acceptent cette dérogation express sur la norme. Voilà, c'est chacun après prend ses responsabilités. Nous, c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire non. Donc, les gens si les donneurs d'ordre si les deux parties prenantes acceptent, bah, c'est une relation commerciale. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais quoi qu'il en soit, pour le drip et crêpe, no way tant que l'arrêté ne sera pas modifié. Petite précision de la DGS qui m'ont bien dit que quand l'ANSES aura donné sa saisine, si elle est positive, enfin si les conclusions, excusez-moi, si les conclusions sont positives, la DGS, qui en plus travaille avec la DGT maintenant, hein, au niveau des ministères, fera le maximum pour faire modifier l'arrêté. Et la chance que l'on a, c'est qu'un arrêté, c'est pas un décret, c'est pas une loi. Donc à partir du moment où il y a un avis de l'ANSES qui est positif, ça peut se faire dans le mois qui suit ou les jours qui suivent. C'est pas plus compliqué que ça. Et on a eu l'engagement par mail, bon, je ne peux pas bien sûr donner ces échanges, qu'en fonction des conclusions de la saisine de l'ANSES, tout ira très 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 vite parce qu'ils sont conscients pour tout le monde que c'est un peu long. Voilà donc par rapport à l'étendue de ce que l'on peut faire en crêpe et en avant-travaux. Hmm. Quelques mots complémentaires sur l'avant-travaux ou tu nous as déjà tout dit là? Alain. Tout est dit. Après, Bon, je bien. pourrais à disposition donner l'étendue Bon. précise des textes et des termes juridiques, etc. Mais il y a une ouverture par rapport à ça. Hmm. Bon, alors, question cruciale, combien ça coûte cette technologie, Alain? Ok, alors combien ça coûte? Il faut savoir que ces petits appareils-là là, qui sont vendus dans le domaine du contrôle d'alliage ou analyse de pollution de sol, où en quelques secondes on fait une trentaine d'éléments, c'est des appareils qui sont vendus aux environs de 36 000 euros pour un X550. L'application plomb les peintures, on sera aux alentours des 32 500 euros. Tout sera bien sûr à affiner le moment venu, mais c'est les ordres d'idées. Là, c'est ce qu'on appelle la price list, excusez-moi, américaine, qui sont ces prix-là. Donc, comme nous, on est le distributeur exclusif, on a beaucoup de personnes qui contactent ce SciAps. Normal, hein, ils disent c'est un appareil, il n'y a pas de source, on peut l'acheter aux US. Toutes les informations reviennent vers nous, les gens sont étonnés qu'on les rappelle, parce que pour vendre ces appareils-là et en faire la maintenance, bah, il faut avoir un agrément auprès de la SN. Et Quantum Erix a son agrément auprès de la SN. L'appareil, le X550, il a son agrément. Donc voilà, donc ce qui fait que. Alors après, si les gens veulent l'acheter autre part, mais bon, ils ne pourront pas mettre le numéro de série dans leur rapport, hein, ça va être un peu compliqué en cas de contre-expertise de dire que l'appareil n'a pas été vendu par le distributeur exclusif qui est Quantum Erix.
Donc voilà, donc ce sont des coûts qui sont plus important que si on peut citer, je n'ai pas pour habitude de citer, si vous prenez l'appareil le plus cher en, cobalt, en Cadmium 109, on doit être aux alentours des 28-29 000 euros. Je n'ai pas les tarifs 2025, mais les gens pourront me donner ça. Il faut savoir que dans le domaine industriel, euh, quand il y a une rupture technologique, les gens sont prêts à payer 15 à 20% de plus. En général, c'est 15%. On est dans cette tranche-là. Donc c'est toujours trop cher, je le sais. Mais malheureusement, c'est la technologie. C'est ce que fait SciAps. Ils ont cassé les plafonds de verre en termes c'est bien simple. Je vous dis, il n'y a plus d'appareils à source qui sont vendus aux US. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et on voit aussi qu'on prend de plus en plus de parts de marché sur la partie industrielle avec ce type d'appareil-là. Donc ça a un coût. L'idée, c'est que quand on n'a pas de remplacement de source, le retour sur l'investissement se fait dès les 5 ans. Mais comme je vous dis, c'est pas là-dessus qu'on va gagner. On va bien sûr gagner, mais c'est sur le temps passé sur le terrain. Moi, j'ai fait beaucoup de contrôle avant travaux avec des grosses sociétés qui s'intéressent à cette techno et qui veulent acheter des appareils. J'étais à côté, ils avaient leur appareil soit en cobalt, soit en cadmium. Il n'y a pas photo. Enfin, j'ai ma casquette de commerçant quand je dis ça, mais c'est une réalité technique. Et c'est sans de l'histoire d'abandonner les sources au profit des tubes à rayons X, que ce soit les miens ou les autres. Eh ben, très bien, merci Alain, c'était effectivement très complet. Beaucoup de questions, alors notamment sur le coût, puisque là c'est le sujet que tu étais en train de développer. On va en parler justement, quelques commentaires. Je voyais Patrick, le dernier commentaire de Patrick. Euh, non, c'était Alexandre, pardon, qui se demandait plus cher que la fluorescence X en prenant en compte le coffre, les obligations des locaux et les frais annexes. Je ne sais pas trop, là, se dit-il. Voilà. Il faut savoir que une source radioactive, bon, alors c'est pas le prix d'un coffre-fort coupe-feu 2 heures et d'un extincteur qui va faire pencher vers les tubes à rayons X, si ce n'est que quand vous n'avez plus de cahier de mouvement, plus avoir des opérateurs qui doivent rentrer au bureau pour déposer la machine, ça rassure l'entreprise de savoir que le gars n'est pas chez lui avec une source radioactive, parce que beaucoup d'appareils se font voler dans le coffre. Il y a des cambriolages. Enfin, je vous laisse aller sur le site de l'ASN, vous pouvez voir un peu tout ce qui se passe sur les appareils qui sont volés. Donc ça, c'est le point qui est intéressant. Après, quand vous envoyez un appareil avec une source radioactive en remplacement de source ou pour de la maintenance, ça va pas vous coûter, ça va pas vous coûter le prix d'un FedEx ou d'un UPS, hein. Ça va pas vous coûter 80 euros, hein. D'envoyer un appareil avec une source radioactive, ça peut coûter jusqu'à 500 euros. Imaginez quand vous avez 10 appareils, quand vous avez du volume, même sur un appareil, ça fait beaucoup aussi. Et on n'a pas toutes ces contraintes-là. Donc quoi qu'il en soit, le prix va se démocratiser. Les tubes Ario X, dans le temps, vont baisser. Moi, les tout premiers appareils Ario X que je vendais en 2002 pour la métallurgie, c'était des tubes de 2 watts avec un détecteur SI-PIN. Ça coûtait 50 000 euros. Hmm. 50 000. Hmm. Maintenant, pour 50 000 euros, pour la métallurgie, on arrive à faire des choses aux alentours des 36. Après, pour des applications extrêmement simplifiées, on arrive à descendre à 25. Hmm. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est le sens de l'histoire. Quand les sources, les mini-tubes Arion X sont arrivés dans le domaine industriel, du jour au lendemain, on a switché sur les tubes. Plus personne faisait de remplacement de source, etc., etc. Ça a été. Alors nous, le but du jeu, c'est pas d'interdire les sources radioactives, hein. Nous, c'est d'avoir une alternative. On sait très bien que la personne qui fait du diag, qui achète son appareil, on va pas lui interdire d'utiliser son appareil à source, hein. C'est d'avoir une alternative, de dire bah voilà, il existe une technologie qui permet de faire ça. Voilà, vous avez le choix maintenant. Faut-il être PCR? Je voyais la Tout question à là. fait. Tout à fait. Comme j'expliquais, tout ce qui émet des rayons X, soit par un tube à rayons X, soit par une source radioactive. Alors, il faut savoir que le phénomène de fluorescence X, les XRF, c'est global, c'est soit l'excitation se fait soit par une source cadmium ou cobalt, soit par un tube barium X. Donc ça reste une émission de d'X. Et alors on est soumis à déclaration auprès de l'ASN. Maintenant, ça se fait sur téléservice ASN, c'est très simple à faire. Vous devez justifier d'avoir, ça s'appelle maintenant un conseiller en radioprotection, mais par habitude on dit PCR. Et maintenant, il est tout à fait possible d'externaliser cette fonction de PCR pour 35 euros par mois. Je vous donnerai les organismes qui font ça, qui gèrent tout, le montage du dossier, les contrôles annuels. Ils gèrent tout de A à Z. C'est la sécurité, c'est la sécurité pour la personne de plus à s'occuper de ça.
Sébastien te demande si tu peux donner un ordre de prix du coût de la maintenance de ce genre d'appareil. Alors, le coût de maintenance, ça va être la casse. Si vous faites tomber votre appareil de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, comme ça peut arriver, ou se faire rouler sur un Fenwick sur les parcs à Ferrari qu'on peut avoir, un tube à rayon X, ça va vous coûter, on va être en dessous des, on va être aux alentours des 6 700 € hors taxe. Un tube à rayon X, un appareil à tube à rayon X, l'espérance de vie d'un appareil, c'est entre 12 ans. Il faut savoir que nous, dans le domaine du recyclage, c'est des gens qui vont trier des métaux matin, midi et soir, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente. C'est pas des enfants de cœur à l'utilisation. Et en général, les remplacements d'appareils se font tous les 10 ans. Donc c'est autant vous dire que l'utilisation qui va être faite en comment ça s'appelle dans le diag, ça va être beaucoup, les appareils vont être beaucoup moins sollicités. Ces appareils-là sont vendus sur des fonds de mine où il y a de l'humidité, de la vibration, de la poussière. Ils font des centaines de mesures par jour. Et on n'a pas de maintenance. Donc c'est pareil, hein, si on fait tomber un appareil comment ça s'appelle, avec une source radioactive, bon, la source radioactive, elle ne jamais tomber en panne, hein, certes, mais le détecteur peut lâcher, ça fait des coups. Mais voilà, c'est la seule maintenance qu'on a sur cet appareil-là. Et ça, c'est en cas de panne, en cas de casse. Yann se pose la question de la fragilité du tube dans cette technologie. Non, c'est ultra robuste, comme j'ai expliqué, hein, les applications industrielles. Toutes les personnes à qui j'ai présenté les appareils ont été impressionnées par la qualité, la robustesse des batteries. Enfin, c'est quelque chose, voilà, enfin, faut le voir, sincèrement, les personnes qui viendront sur la RVDI, mais on a le retour déjà des gens qui sont déjà équipés appareils Asos, quand ils voient la techno et la robustesse, ils disent voilà, c'est vraiment un appareil qui a été pensé pour l'industrie initialement, ça n'a pas été fait pour le diag, parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, ça n'avait pas pour vocation de remplacer les sources radioactives. Alexandre demande quelle durée de vie moyenne d'une ampoule et son prix. Eh ben, le tube à rayon X, on peut pousser jusqu'à 10 12 ans et ça coûte, à l'instant T, ça coûte 6 700 €. Mais après, je vous rappelle qu'après, il y a des assurances, hein. Nous, comment ça s'appelle, quand une personne qui fait de l'inspection l'inspection de tuyauterie ou de vanne sur une tour de distillation, sur une raffinerie, et qui fait tomber l'appareil, bah, les gens comment ça s'appelle, ont une assurance bris et vol. Je me suis rapproché d'ailleurs d'un assureur que tout le monde connaît, pour le coup, ça sera à peu près un millième le coût de l'assurance par an avec des Euh, exclusions, mais Très bien. Sébastien nous dit donc en cas où on l'utilise normalement, la durée de vie est sans limite? Point d'interrogation. non, il y a pas de limite. Pas de limite. C'est D'accord. c'est- c'est- c'est, euh, c'est, euh, c'est 10 12 ans, quoi. Mhm. Oui, 10 12 ans. D'accord. En Très bien. général, en général, les gens remplacent l'appareil. On remplace pas un tube. Enfin, attention, hein, je parle de l'expérience dans le domaine industriel. Je ne sais pas si on peut faire un copier-coller du diag, parce qu'après dans le diag, il y a aussi deux choses. Il y a ceux qui vont faire du crêpe et du drip, qui vont travailler essentiellement avec des dossiers immobilières, et ceux qui vont faire exclusivement du contrôle avant travaux, qui vont travailler des gros chantiers. Voilà. Mais nous, c'est l'expérience qui existe sur ce type de technologie. Hmm. On nous pose aussi la question du financement de cet appareil, la location notamment. Est-ce que c'est possible? Alors, nous, on va mettre en place le moment venu, on a déjà des partenaires avec qui on travaille pour la location longue durée, parce que beaucoup d'industriels optent pour la location longue durée pour des questions fiscales. On va passer sur une charge de fonctionnement plutôt que sur une charge d'investissement qui n'apparaîtra pas au bilan et compte de résultat. On va ouvrir ça au marché du diag. La problématique de ces organismes avec qui on travaille, c'est que la créa de société n'est pas finançable. Il faut au moins avoir 3 années d'exercice pour pouvoir être éligible à la location longue durée. C'est un peu la problématique quand on passe par un organisme de financement. Mais le moment venu, on verra peut-être aussi à faire de l'autofinancement comme font nos confrères qui proposent de la location longue durée sur leurs fonds propres.
On verra. Tout va dépendre du marché. Mais on s'est déjà approché, je dirais, de solutions en location longue durée. Et puis, il y a quelques questions. On va après bientôt clore ce webinaire. Il y a beaucoup de questions, hein, donc je vous inviterai bien sûr à revenir vers Alain Gec pour toutes celles auxquelles on n'aura pas donné de réponse. Malik disait, si on utilise 6 heures par jour, la durée de vie est de 12 ans, quelle que soit la durée de vie et la durée d'utilisation par jour. C'est même 8 heures par jour. Mais sachez que vu que les temps de mesure sont ultra courtes, de quelques secondes, quand vous faites 6 heures de diable, vous faites pas de 6, le tube n'est pas alimenté pendant 6 heures. Il est alimenté pendant que vous appuyez sur la gâchette. Donc non, non, il y a pas de, il y a pas de souci à ce niveau-là. Nous, on a Bon. l'expérience industrielle où des gens sur les fonds de mine, et je vous dis les recycleurs qui, eux, quand ils doivent trier des tonnes et des tonnes de, comment ça s'appelle, de métaux, ils prennent chaque pièce à la main, hein. Il y a la benne qui se déverse sur le parc à ferraille. Ils prennent chaque pièce, inox 316, ça va là, inox 304, ça va là, Inconel 615, ça va là, etc., etc. Et puis, c'est pas des enfants de cœur, hein. Ils prennent la machine, avec le museau, ils grattent, il y a de la peinture sur la pièce métallique pour faire la mesure. Enfin voilà, quoi, ils font des choses. Très bien, je voyais Alexandre qui a fait ses petits calculs. Ça fait 39 000 € des deux côtés, au final, sur 10 ans, sans les contraintes papier. Il est donc en pleine réflexion, visiblement, Alors, Alexandre. attention, je rajoute une chose. Mais, N'oubliez pas le temps sur le terrain. 4 hmm. heures versus, alors 2 heures sous 9 versus 30 minutes. C'est là que vous allez faire la différence. Il y a bien sûr un coût physique qui est juste quand vous faites ce calcul-là, mais vous oubliez une chose importante, c'est l'utilisation tous les jours. Quand vous allez passer 4 fois moins de temps, voire 5 fois moins de temps à faire un diac plomb, sincèrement, c'est là, à mon avis, où la profitabilité sera intéressante. Bon, très bien, je crois qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Beaucoup de questions, mais effectivement, hein, vous reviendrez évidemment utilement vers Alain Jacques, hein, pour toutes ces questions, notamment de coûts et puis de ces modalités de financement, etc., etc., et de fonctionnement. Vous avez le lien vers le site de Quantumérix, hein, sur la présentation du webinaire sur le site Diagactu. On mettra bien sûr l'enregistrement, hein, cette vidéo sur la chaîne YouTube de Diagactu, hein, donc vous pourrez revoir également ce webinaire avec Alain. Et puis on se retrouvera, Alain, vous pourrez retrouver Alain Gec au RVDI, les rendez-vous du Diagimo, le 20 mars, au Parc Floral de Paris, où tu seras présent, comme chaque année, quasiment. Alors, Euh, une petite précision, Alain. Alain. Est-ce que les gens ont à disposition l'adresse email pour me contacter, le info@contomerix? Voilà, info@contomerix, l'adresse email est bien indiquée dans la page de D'accord. présentation de ce Ok, super, webinaire très bien, que très j'avais bien. rajouté juste avant. Donc le lien et puis cette adresse email, effectivement, pour te contacter et pour poser les questions auxquelles on n'aura pas répondu aujourd'hui. Il y en a beaucoup, hein. Il y avait beaucoup de monde ce soir sur ce webinaire. Donc, l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube demain. Et puis, donc, on se retrouvera le 20 mars, Alain, au rendez-vous du Diagimo. Tu seras présent avec un stand Contomerix. Si vous voulez d'ailleurs avoir une invitation pour aller au salon de Paris le 20 mars, vous allez sur le site Diagactu. Tout en haut à gauche, vous avez un petit logo RVDI. Vous cliquez dessus et vous vous inscrivez. Vous aurez votre invitation et votre entrée gratuite à ce salon des diagnostiqueurs, dont Diagnostu est co-organisateur, vous le savez, depuis toujours. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup Alain Gec pour cette Et Alain, présentation tout à fait complète. Et puis donc, n'hésitez pas, encore une fois, vous, participants, à revenir vers Alain. Les coordonnées sont sur la page de présentation de ce webinaire sur le site Diagnostu. Je souhaite à tout le monde une très belle soirée et à très bientôt. très Au belle revoir. soirée, à très bientôt à toutes et à tous. Merci Alain.